Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, on va d'abord parler de ce qu'il n'y a pas en une des journaux. En tout cas, en une des journaux français. C'est la photo dont vous parliez à l'instant, Thomas. Cette photo qu'on voit pourtant dans la presse britannique, dans la presse espagnole, sur une plage, le corps d'un petit garçon de 3 ou 4 ans, visage contre le sable. Derrière lui, un policier turc s'approche pour le prendre dans ses bras. The Independent titre seulement « Somebody's Child », l'enfant de quelqu'un. Alors on va lui rendre son nom à cet enfant, Aylin Al-Kurdi. Il était sur un bateau de migrants avec son frère qui est aussi mort dans le naufrage, et c'est notre enfant à tous. La photo a fait le tour du monde. En France, on y trouve une allusion dans une brève du Parisien. Alors bien sûr, il y a des choses importantes en une de nos journaux. Il y a même le drame des migrants. En une de nos journaux, il y a la une de l'Obs avec ce portrait d'une jeune femme aux airs de Scarlett Johansson. Madina, 39 ans, tchétchène, j'ai été migrante. Et puis il y a les paysans en train de mourir et qui manifestent à l'appel de leurs fossoyeurs. Le Figaro, le monde paysan vient crier sa colère à Paris. Le Parisien, manif des agriculteurs, mais quel foin. Libération, agriculteurs, manif ou manip? Un autre témoignage très fort, celui d'une esclave de Daesh. Oui, elle s'appelle Jinan et elle n'a que 19 ans. Et sur la photo de Paris Match, malgré l'infinie tristesse qu'on lit dans ses yeux, elle aurait presque des airs enfantins. Mais elle a déjà vécu le fond de l'horreur humaine. Alors on retrouve les citations de son livre à peu près partout dans la presse ce matin. Les supplices que vivent les femmes yézidis tombées aux mains des monstres de l'État islamique. Elle raconte, elle, parce que miraculeusement évadée, elle a été confrontée au silence, à ces médecins turcs gérant des réfugiés et pour qui les femmes violées ne sont pas une priorité, les familles qui veulent enterrer les souvenirs pour cacher la honte. Dans ce récit qui nous raconte vraiment les sommets de l'atrocité, on notera que parmi les hommes qui viennent acheter des femmes, des jeunes filles, même des enfants dans les marchés aux esclaves de l'État islamique, un document officiel de Daesh précise que seuls les Turcs, les Syriens ou les membres des pays du Golfe sont autorisés à acheter plus de 3 personnes. Oui, les pays du Golfe, la Turquie, nos alliés donc. L'autre sujet évidemment, c'est donc cette gronde des paysans aujourd'hui. Oui, et là, le titre du Monde est assez significatif de l'immense malentendu qui continue de tuer les paysans. Le titre, c'est « Les éleveurs veulent bloquer Paris pour obtenir de nouvelles aides ». Alors, est-ce qu'ils savent au Monde que l'immense majorité des paysans français ne réclament pas des aides supplémentaires, mais le droit de vivre d'un travail qui les occupe 15 heures par jour et 7 jours sur 7 ? Alors, bien sûr, on trouve dans Le Figaro l'inévitable interview du patron de la FNSEA, Xavier Belin, venu expliquer pourquoi il faut amplifier la quête de productivité que prône son syndicat depuis 50 ans avec tant de succès. Et finalement, l'article qui raconte le mieux la crise du monde agricole ce matin, c'est le reportage de Florence Aubenas dans Le Monde. Une page d'immersion dans la vie et les désillusions des éleveurs porcins de Bretagne à qui l'on a expliqué pendant des années qu'il fallait se moderniser, investir, faire de l'intensif. Je connais un collègue, raconte l'un d'eux, qui a obéi à tout, les directives des techniciens, des vétérinaires, des ministres et même de l'Europe. Cet élève modèle est sur le point de mourir. Aujourd'hui, le système s'est mis à dévorer ses propres enfants. Alors il y en a bien sûr qui ont compris, qui disent on ne s'en tirera qu'en faisant de la valeur ajoutée, pas en continuant l'engrenage. La famille Piel, rencontrée par Florence Aubenas en Ille-et-Vilaine, qui s'est lancée dans le bio et qui se fait traiter de bobo élitiste par les autres, ceux qui ne sont pas encore sortis de l'engrenage fatal. Parce que comme l'écrit Florence Aubenas, c'est comme si la terre devenait soudain trop petite. Allemagne, Espagne, Brésil, le marché du bas de gamme, lui, il est pléthorique. Alors on regarde l'agriculture chez nous, on regarde aussi l'agriculture en Allemagne ce matin. Mais oui, parce qu'il faut lire ce matin la page du Monde diplomatique qui nous explique comment en Allemagne, les immenses terres de l'Est, les terres céréalières, sont rachetées à prix d'or par des groupes industriels spécialisés, tenez-vous bien, dans la gestion des déchets, dans la fabrication des meubles ou les maisons de retraite. Une de ces holdings est tellement prometteuse qu'un conglomérat chinois vient d'y prendre une participation. Oui, c'est bien la productivité, ça marche. Pendant ce temps, Science et Vie nous vante les vaches laitières 2.0 avec capteurs connectés, détecteurs de rumination. Le but, augmenter la taille des élevages et réduire encore la main-d'œuvre. Dans la course à l'industrialisation, l'agriculture française sera toujours perdante. Vous avez entendu, j'imagine, Raphaël Enthoven à 7h25 tirer la morale de l'info. On n'a jamais tort de reconnaître qu'on a tort, disait Raphaël. Eh bien, François Hollande a donc fait son mea culpa. Oui, et visiblement, ça amuse beaucoup la presse. Donc, François Hollande s'est trompé et il le dit. Signe des temps en politique, un mea culpa fait autant de bruit qu'une annonce, constate Cécile Cornudet dans Les Échos. Exercer son droit d'inventaire, qui plus est durant le mandat, l'exercice n'est pas banal. Sauf que comme
comme le remarque Mathieu Verrier dans La Voix du Nord, par son mea culpa, il ne corrige pas une mesure, il renie ce qui a fondé sa politique. Sauf qu'à ce jeu-là, Nicolas Sarkozy est expert, comme le souligne Guillaume Tabar dans le Figaro. Mais l'ancien président, lui, réussit à faire oublier tout ça par un trait d'humour que souligne le Figaro à sa une. Primaire, Sarkozy invite ses rivaux à la retenue. Et on en rajoute en page intérieure, le patron des Républicains les invite à ne pas être obsédés par cette échéance. Je vous jure, ça ne peut être que de l'humour. On termine avec un sourire. Oui, dans les dernières pages de Science et Vie, on trouve toutes sortes de statistiques amusantes. Par exemple, celle qui nous dit que les usagers de sacs réutilisables ont tendance à consommer davantage que ceux qui utilisent les horribles petits sachets plastiques polluants. Mais ils ne consomment pas seulement des produits bio, ils consomment aussi plus de junk food, oui, pour se récompenser de leur effort pour la planète. C'est quand même embêtant. Mais on apprend aussi, juste à côté, que selon une étude portant sur des cohortes suivies pendant 8 ans dans 42 pays, les cyniques s'en sortent moins bien financièrement que les autres. C'est la bonne nouvelle du jour, les idéalistes sont les gagnants. Enfin, c'est une moyenne. Hein. Ça vaut par exemple pour les paysans qui lancent des projets, qui parlent qualité, préservation de la planète. Les idéalistes sont les gagnants. Mais en fait, on connaît tous des pas franchement idéalistes qui s'en sortent bien. Ils dirigent par exemple, je sais pas moi, des syndicats agricoles. Ils réussissent à être amis avec un ancien président, un président en exercice. Mais rassurez-vous, ce sont des exceptions. Les idéalistes finissent par gagner. Avec les amitiés de Natacha Polony à Xavier Belin, le patron de la FNSEA. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.